journaliste à la Provence, rédacteur en chef. C'est un peu pompeux, responsable adjoint de service. Voilà. Rédacteur en chef, ça fait un peu. Ouais, nous on aime bien les trucs un peu pompeux, Ouais, tu vois, on aime bien donner un petit peu du cérémonial, tu vois, titulaire, hein, je dis, donc il faut te vendre un petit peu. Titulaire des planches marseillaises, Thierry Audibert. Salut Thierry. Salut. Non, pas trop titulaire. C'est juste parce que c'est la trêve là, c'est la trêve. Oui, c'est ça. Oui, je sors d'une semaine de vacances. Voilà. Mais bon, ouais. Exactement la trêve, exactement ce dont je parlais. On rappelle que donc tu as un peu monté en scène ce très beau livre marseillais qui s'appelle Le Livre de Joby et que j'ai eu la chance de voir. C'était vraiment super, franchement. Déjà, le livre est top et la manière dont il a mis ça en scène, c'était très intéressant. Donc, tu nous tiendras au courant quand il y aura d'autres représentations. Oui. Bah là, je traverse une période difficile sur le plan personnel et donc j'ai pas eu la force d'aller taper, d'aller relancer les théâtres pour jouer ce spectacle que j'ai très très envie de vite rejouer. Partout. Et puis là, non, c'était pas... Ouais. Bon, on nous dit qu'il y a de la musique, Ben. Non, c'est bon. J'ai réglé le problème. Il n'y a plus de musique ? Ouais, t'es en retard. Voilà. T'es en retard, c'était il y a 2 minutes, Mourad. Je suis en retard. Bah écoute, c'est pas de ma faute si le truc est en retard. Et je vais en profiter quand même pour remercier Nav, hein, tout à fait pour son sub. Et aussi Castel Flux. Ça se voit que lui, moi je suis en retard de 2 minutes, mais lui il est en retard sur la technologie de 10 ans. Non, pas du tout. Non, il faut remercier quand même les gens qui s'abonnent parce que c'est vraiment très important. C'est un soutien vraiment important pour cette chaîne. C'est tout à fait vrai. On vous remercie tous, on vous remercie tous du soutien. Et on vous rappelle que quand vous êtes abonné Prime, en fait c'est gratuit, quoi. Tu peux lier ton abonnement Prime à Twitch. Wow. Et là tu sauves un média indépendant, tu vois, Bon, toujours pas fait, on va avancer parce que là il est en train de couler, donc on est là pour parler des attaquants. Donc normalement tu as des visuels pour nous. Tout de suite, toi tu veux parler des choses. C'est toi qui décides de. Envoie les visuels, ça va saigner. C'est toi qui décides de l'ordre. Si vous voulez, on commence par Amin Harit. Alors Amin Harit, 34 matchs, 23 en Ligue 1, 19 fois titulaire, 5 buts, 4 en Ligue 1. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors d'abord, Alex, quel est ton jugement sur la saison d'Amin Harit ? Et ensuite, est-ce qu'il faut faire les efforts pour le garder ? J'ai été surpris sur sur sa deuxième partie de saison. Parce que quand il est arrivé, je vais dire la vérité, quand il est arrivé, je me suis dit, hop, c'est un peu le Ben Arfa du pauvre. Non mais voilà, c'est un peu... Voilà, je dis la vérité, voilà, c'est un peu... Je me suis dit, bon, ça va compléter l'effectif. Il fait son premier match à Monaco. Je vais raconter une petite anecdote. Il fait son premier match à Monaco, il fait un très très bon match. Nous on reste dormir à Monaco. Le hasard fait que après le match, on se retrouve on veut boire un verre, quoi. On se retrouve dans un hôtel très haut de gamme parce qu'il n'y a que là. Il n'y a que ça là-bas. Il n'y a que ça, voilà. Il n'y a que ça et puis on nous a conseillé d'aller là, un truc encore. 75 € la pinte. Ouais, voilà. N'exagérons pas, mais bon, voilà. Pas loin. Monte Carlo Resort, je sais pas quoi. Et il est 2h du matin et on se voit débarquer à Amin Harit avec ses potes, 8 mecs. Et là, je me dis, merde, premier match de l'OM, il n'est pas rentré avec le groupe, il est là. Il était en survette. Il avait autorisation, attention. Je me dis, il a eu des histoires de chicha pendant le Covid là-bas. Premier match, déjà. Là, je fais mon métier, j'ai pas écrit, hein, mais j'ai regardé, pas de chicha, rien, ils étaient tous sur leur portable, ils étaient tranquilles, attention, ils avaient le droit de... Mais je me dis, bon, ça a mal démarré. Finalement, il joue pas. Et puis, quand Sampaoli commence à le remettre, notamment il fait un excellent match à Brest, je me dis quand même... Attention, parce qu'avant ça, moi, je pense même à un moment, je me suis dit, il est mort pour l'OM. Je me souviens d'une entrée en jeu qu'il fait contre la Lazio, oui, le 2-2. Il a fait quelques... C'était désastreux, je me suis dit, c'est fini. Et après, ouais, comme tu dis, à partir de ce moment-là, tu dis, waouh, putain, mais il est trop fort. Ouais. Et en fait, je me suis trompé sur lui quand même, parce qu'il a quand même une force de caractère. Parce que généralement, un joueur prêté qui ne joue pas pendant 6 mois, qui est sur le banc, son entraîneur n'a pas l'air de lui faire confiance, un joueur prêté, ça fait ses entraînements et ça repart en fin de saison. Et lui, non, il a quand même persévéré parce qu'il s'entend bien, d'après ce que je comprends dans le groupe, il s'entend bien s'entendait bien avec Saliba, avec Payet, donc il est resté impliqué. Et si la question c'est on garde ou on laisse partir, pourquoi pas le garder, quoi. Pourquoi pas ?
toi Thierry, est-ce que tu penses qu'il faut, parce que même la question c'était est-ce qu'il faut faire des efforts pour le garder? Parce qu'il va falloir peut-être faire un effort par rapport à son club, à Schalke, etc. Est-ce qu'il a convaincu, de manière générale, je pense qu'on peut le dire, sa fin de saison, il a convaincu, mais est-ce qu'il a suffisamment convaincu pour qu'on fasse des efforts pour le garder? Je suis très partagé sur le cas d'Amin Harit, parce que c'est un joueur effectivement qui a montré de belles possibilités. C'est un vrai joueur de ballon, comme on les aime à Marseille. C'est quelqu'un qui est capable d'aller percuter aussi. Mais ça, tu ne le vois pas tout le temps. Il est très difficile à cerner dans son jeu. C'est vrai qu'il est pas mal baladé aussi à différentes zones du terrain selon les besoins spécifiques pour le match et la composition de l'équipe. Donc j'ai du mal à émettre un jugement dans lequel moi-même je serais vraiment entièrement... je me reconnaîtrais. Voilà, je ne suis pas définitif. Le garçon m'a l'air sympathique et d'avoir une bonne mentalité. Et ça, c'est important. Je ne pense pas qu'il triche, qu'il se fabrique une image. Et en même temps, parce qu'on se fait toujours une idée de l'OM, on voudrait le maximum pour l'OM. Et quand on l'a de manière intermittente, comme c'est le cas avec Amin Harit, on reste partagé. Et c'est un peu mon cas. Je me dis, dans une belle équipe de l'OM avec des titulaires indiscutables, ce serait un joueur de complément. Mais c'est peut-être à lui aussi de prendre plus conscience de ses possibilités, d'aller plus loin dans ce qu'il est capable de proposer et de finir de convaincre son coach. Et ça, il faut encore le montrer. Alors, tu mettais en avant ses qualités mentales. Effectivement, sur la manière dont tu décrivais le processus, oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Après, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se contente de rester le bon joueur en qui on peut avoir confiance, alors qu'il a peut-être des possibilités bien plus grandes encore si lui-même a une plus grande confiance en lui. En fait, mais je ne le connais pas assez pour pouvoir dire ça en même temps. En fait, récemment, donc, je regardais les matchs de Nantes, puisqu'on a tous regardé les matchs de Nantes, et je voyais Ludovic Blas, et je me disais, putain, il a pris vraiment une autre... Et on voyait que c'était le patron de son équipe. Et en fait, Amin Harit, je l'ai vu, je pense, limite faire des différences plus importantes que Ludovic Blas, mais je ne sais pas si... Je l'ai déjà vu être le patron de son équipe, comme j'ai vu Ludovic Blas l'être à Nantes, ce qui ne veut pas dire que Ludovic Blas pourrait être le patron de son équipe à Marseille. Donc c'est un peu ça la question avec Amin Harit. Et on va passer au deuxième joueur parce qu'on en a pas mal. Et donc on va rester dans l'indécis parce que c'est un petit peu ce que nous évoque Amin Harit, le deuxième joueur que Ben va nous envoyer une fois qu'il aura changé la photo. Lui, on est peut-être un peu moins indécis sur son cas, c'est Dimitri Payet. Donc Alex, qu'est-ce que tu ressors de cette saison de Dimitri Payet? Et puis voilà, de tous les cas, il va rester, donc il n'y a pas de question là-dessus. C'est peut-être peut-être sa meilleure saison à l'OM. Bon, il en a eu d'autres qui étaient belles aussi, mais peut-être celle-là, elle est quand même... il porte l'équipe parce que la saison n'est pas la même s'il n'est pas là. Et la première partie de saison est excellente aussi parce qu'il est excellent. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que Dimitri Payet, c'est son cycle, voilà, et il était en haut. Il a commencé un peu à faiblir. J'espère que la saison prochaine, on n'a pas le Dimitri Payet d'en bas. Parce que son histoire à l'OM, elle est comme ça aussi. Oui, parce que tu dis l'une de ses meilleures saisons. Moi, je pense qu'il y en a trois qui sont excellentes. Il y a celle avec Bielsa. 2017-2018 aussi, et celle avec Bielsa. Et celle avec. Parce que 2017-2018, c'est surtout la fin de saison, parce qu'au début, même. Après, tu as celle avec Villas-Boas aussi. Et celle avec Villas-Boas, il est exceptionnel. Et l'année d'après, désastreux. Et c'est l'année d'après, exceptionnel. Une saison non. Après, c'est Dimitri Payet. L'OM veut le garder jusqu'à la fin de carrière, à moins d'un cataclysme. Il peut changer la physionomie d'un match à lui seul. Enfin, il n'y a même pas de débat à avoir sur Dimitri Payet. Si Dimitri Payet n'était pas à l'OM ne serait pas là aujourd'hui. Donc, mais disons que quand on voit le profil d'André-Pierre Gignac au Tigre, physiquement, on voit qu'il a fait d'énormes efforts pour pouvoir jouer très tard. On voit qu'il est affûté, il est comme ça, il fait du sport.
Dimitri Payet, il y a un an, il était comme ça aussi et il est venu pour tout. Il faudrait qu'il se maintienne, sur comme il est actuellement, hein, mais qu'il se maintienne encore 2 ans comme ça pour faire 2 saisons au top. Parce que c'est un joueur de ballon exceptionnel, il aurait pu faire une carrière monumentale, il a fait une belle carrière quand même, et puis l'OM en a profité, donc il n'y a pas de débat à avoir sur lui, quoi. Est-ce que, tiens, je vais te poser une question un peu différente, donc Thierry, comment tu le places un peu dans l'histoire de l'OM, toi qui suis l'OM maintenant depuis plusieurs décennies? Est-ce que tu peux lui décerner le titre honorifique de vrai grand joueur de l'histoire du club, qui a été un débat un petit peu, qui a eu cette... Alors, vrai grand joueur, je pense qu'il laissera quand même une trace dans sa gestuelle, dans certains buts qu'il a marqués, dans les passes. Il va laisser quelque chose dans le cerveau des supporters. Maintenant, il n'a pas le statut de légende parce qu'il faut gagner quelque chose. Pour être une légende, il faut amener un titre ça peut être au club. Une légende un peu à la Gunnar, c'est-à-dire que oui, c'est ça. Mais Gunnar a un titre. Il a le titre de meilleur buteur de l'histoire de l'OM. Ce que n'a pas Payet. Ça va être le meilleur passeur de l'histoire de l'OM. Ça va être le meilleur passeur de l'histoire de l'OM, mais en même temps, les passes ne sont pas comptabilisées depuis longtemps. Je veux dire, si on avait comptabilisé les passes de Magnusson, bon, je parle de Roger parce que forcément, j'en parle souvent, mais je suis partagé sur le joueur. D'abord, il nous a fait une saison qu'on n'attendait pas. Et surtout, ce qu'il a montré, au-delà des qualités techniques qu'on lui connaissait, c'est des capacités de patron. Non seulement de patron technique, ce qu'il était déjà quand même un peu, mais aussi, moi je l'ai découvert comme aussi patron de vestiaire, comme celui qui fédère les énergies, celui qui crée l'équilibre par la déconnade, parce qu'il est connu pour ça, et aussi, je pense aussi par le côté affectif qu'il est capable de témoigner à ses camarades. Il a un avantage, c'est l'âge aujourd'hui. Parce qu'à l'époque où il pouvait avoir 28 ans, que ses coéquipiers avaient 28 ans, il y a une certaine rivalité. Aujourd'hui, un jeune qui arrive qui a 22 ans, il respecte Payet parce que Payet a 35 ans et parce que c'est Payet, avec tout ce qu'il a fait à l'OM, les buts. On peut, même si on va dire qu'il ne fera pas partie des joueurs légendaires de l'OM, il a marqué des buts légendaires. Celui contre le PAOK, même le but contre Leipzig. Voilà, c'est des matchs fabuleux. Lyon, ouais. Il restera. Il restera dans tous les cas un joueur important. Après, on verra. Bien plus important que Thauvin, par exemple. Voilà. Même si Thauvin était, mais quand même. Et je veux dire, aujourd'hui, Payet, si on revoit sur la durée, tout ce qu'il a fait à l'OM, c'est beau. Et souvent les. Mais c'est-à-dire qu'il est dans la lumière par rapport au marasme des 13 dernières années, quelque part. C'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. Et il amène de la beauté. Oui. Voilà. Nous, il amène de la beauté, c'est vrai. C'est ça. Mais nous, c'est un des joueurs. Je crois que c'est un des seuls joueurs à qui on a mis 10. On a mis 10 sur 10 contre Leipzig, en fait, dans nos notes, en fait. Ce qui est un truc qui arrive une fois tous les 20 ans, de mettre un 10, mais on lui a mis 10. Après, la seule chose qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment dommage que ça arrive à la fin de sa carrière. Voilà, parce qu'il est forcément plus proche de la fin que du début. Et que s'il y avait eu des prises de conscience plus tôt, ça aurait été un joueur immense, mais qu'on n'aurait peut-être pas pu l'avoir à Marseille, quoi. Voilà, comme avait dit Yann Van Winkel, le préparateur physique de Bielsa, s'il avait rencontré Bielsa quand il avait 20 ans, ça serait le meilleur joueur du monde. Ben me fait un signe. Oui, et on nous dit, est-ce que c'est le meilleur joueur de la décennie Nav qui nous dit ça. De la décennie, la décennie, franchement, ça se dit. Pas loin, hein. C'est possible. C'est possible. Après la décennie, c'est-à-dire on prend quoi, 2010-2020 ou 2012-2022 Parce que si tu omets 2010-2012 et que tu omets Lucho, voilà. Oui. Parce qu'après, les grands mecs qui sont genre Gignac, pour moi, il a plus marqué le club que Gignac. Je suis d'accord, c'est le meilleur joueur des 10 dernières années à l'OM. Que Thauvin. Si tu prends cette décennie, les 10 dernières années, oui, c'est le meilleur. C'est le plus beau joueur de football qu'on ait eu. Parce que Luis Gustavo, il t'a marqué sur une seule saison. Oui, mais là, on est sur. Il est arrivé quand même en été 2013. On est été 2022. Non, même s'il a passé 1 an et demi sans jouer à l'OM, mais ce qu'il a fait, c'est quand même assez exceptionnel. Ouais, je pense que dans le. Je dirais oui. Je sais pas si tu es Oui, non, je pense que je vois pas.
Alors après, ce qu'on peut dire quand même, c'est que c'est un peu dommage de se dire que c'est Dimitri Payet le meilleur joueur de la décennie. Ça veut dire ça resitue le niveau de l'OM. Mais dans ce marasme, comme tu dis, il a toujours répondu présent. Il a été critiqué. Il a quand même. Il nous aura. Moi aussi, ce que j'aime souvent dire, c'est que sous Macourt, on a été heureux quand Dimitri Payet était heureux. Ouais, en fait, donc ça veut dire beaucoup de choses. Allez, on passe au prochain attaquant parce qu'on a encore beaucoup de monde et on discute beaucoup. Donc, mets-nous le prochain, Ben. Le prochain qui sera peut-être le joueur de la prochaine décennie. J'ai peur. Je pense que je sais qui c'est. Le joueur préféré de Ben, donc il faut bien le dire, Cédric Bakambu, donc qui est arrivé au mercato d'hiver et qui a marqué 4 buts en Ligue 1. Pareil, qu'est-ce que vous retenez de Cédric Bakambu, je sais pas, parler de Cédric Bakambu, faites-vous plaisir. Non, mais il n'a pas été désastreux, sa demi-saison n'est pas désastreuse. En quelques secondes, pour l'instant, je ne suis pas convaincu, j'attends de voir. Voilà. Pour l'instant, je ne suis pas du tout convaincu par le profil, par ses qualités. Il y a quelque chose, évidemment, on se souvient, c'est pas Villarreal et tout, c'est pas un joueur sorti de nulle part. C'est pas Mendoza. Mais je me pose la question de savoir s'il n'est pas revenu à Marseille parce qu'il voulait... Bon, on va oublier le côté argent, évidemment, mais s'il ne voulait pas juste qu'on reparle de lui un peu en France, quoi, voilà. Donc je ne suis pas spécialement convaincu, j'attends de voir. Voilà. Et toi, Thierry ? Et c'est un joueur intéressant, il nous l'a montré assez vite, mais malheureusement, derrière, on n'a plus vu grand-chose. Et effectivement, il peut être intéressant par ses appels de balles, par sa capacité à prendre la profondeur. On a cru voir chez lui de la précision, du sang-froid dans le dernier geste. Et puis après, bon, ça s'est un peu envolé. Je ne sais pas quoi en penser. Je me dis... Est-ce que Cédric Bakambu, avec une vraie préparation de début de saison, est-ce qu'on peut lui faire confiance ? Là, je laisse Sampaoli décider. C'est dur à juger, il faut attendre la saison prochaine. En fait, le problème de Bakambu, pour moi, parce que tu vois, on va laisser de côté le côté financier, mais c'est le côté financier, parce que si c'est un mec qui arrive, tu vois, si c'est un mec qui arrive, on n'attend pas grand-chose de lui, il arrive un peu en tant que joker et qui nous fait ce qu'il nous a fait, tu te dis, bon, ben, pourquoi pas ? Là, il te coûte très cher. Là, tu peux te dire, il bloque aussi l'évolution d'un Bamba Dieng. Et c'est limite ça le problème. Pour moi, pour être rentable, en fait, Bakambu, il faut qu'il marque 25 buts la saison prochaine et que ce soit ton meilleur buteur parce que c'est ton plus gros salaire avec Arek Milik. Là, il souffre de la 25, c'est beaucoup. Voilà. Et donc là, en fait, il souffre de son salaire et du statut qu'on lui offre d'entrée. Parce que c'est pas non plus un attaquant qui va peser sur les défenses, qui va peut-être... jouer en pivot, qui va t'occuper les... Donc il faut que la saison prochaine, il nous convainc tous et étant donné son statut financier, il va falloir être très bon. Après, pourquoi pas, on sera tous heureux s'il nous a convaincus. Et comme ça, on peut faire court sur Bakambu et vite passer au suivant. Qui est... Voilà, et voilà, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt, tu vois, rien n'aurait été prêt. Ah ouais. C'est comme couper Landreau, tu sais, moi je l'aurais arrêté. C'est l'été, il met les moufles, lui. Tac. Voilà, c'est parce que ça doit être une équipe. Et hop, ouais, voilà. Et là. Bamba Dieng, voilà. Et justement, on parlait de Bakambu. Donc, Bamba Dieng, c'est un peu mon chouchou. J'aime beaucoup Bamba Dieng. Je pense que Bamba Dieng est meilleur que Mohamed Ali Chaud. En tout cas, il a fait beaucoup plus à son âge que Mohamed Ali Chaud. Parce que meilleur, c'est un bien grand mot. Mais en tout cas, pour le moment, il a fait beaucoup plus que Mohamed Ali Chaud. Mais étant donné qu'il est à l'OM, il est beaucoup plus en vue que Mohamed Ali Chaud. Et donc, on a beaucoup plus vu ses prises de balles un peu ratées. Mais au final, pour un jeune joueur arrivé pour très peu d'argent, tout à l'heure, tu nous disais, je ne sais plus combien c'était le montant, mais... Non, c'est quasiment rien coûté, mais pendant, il a jusqu'à décembre 2021, il touchait 4 500 € brut. Voilà. Et il a mis 8 buts et 7 en Ligue 1. Bamba Dieng, c'est un truc assez exceptionnel. Moi, quand j'entends des supporters dire « Bamba Dieng, il est maladroit », mais dès qu'il rentre sur le terrain, il se passe quelque chose. Il se crée des appels, il est tout le temps là en train de proposer la profondeur. Alors évidemment, il est encore perfectible, mais pour moi, il a une marge de progression phénoménale. Et ce serait dommage que l'OM n'en profite pas. Alors après, il y a l'aspect financier, évidemment, qui fait qu'aujourd'hui, il a coûté 0. Le salaire est carrément été... Il a multiplié par 10, mais c'est du 40 000 € brut aujourd'hui. Ce qui est rien du tout dans la grille salariale de l'OM. Demain, l'OM ne le vendra pas à moins de 15, ça c'est sûr, mais il les vaut. Et forcément, il est bankable parce que son salaire est bas, parce qu'il est jeune, il est attaquant. Il y a des clubs qui s'intéressaient déjà à lui. Mais il faut se souvenir que Bamba Dieng, l'année dernière, à la même époque, il avait marqué un but à Auxerre. Tout le monde se demandait qui il était. Et je me souviens, j'avais fait un papier
avec ses anciens entraîneurs, à Diambar, je appelé, j'avais eu un de ses anciens entraîneurs qui me disait pour moi c'est le nouveau Drogba. Je me suis dit, je me suis dit mais il s'enflamme. C'est pour ça que les Sénégalais sont très supporters de l'OM, ils ont le même sens de la mesure. Je me suis dit le gars il est sympa mais il s'enflamme peut-être un peu. Je me suis posé la question de savoir si je le mettais ou pas dans l'article, ce qu'il disait. Je l'ai mis quand même. Et un an plus tard, je ne suis pas certain que finalement ce ne soit pas vraiment le nouveau Drogba parce qu'il a 22 ans. Je demande à le voir à 28 ans, lui. Je demande à voir où il sera à 28 ans. Pour moi, il a des qualités phénoménales. Si l'OM veut construire sportivement autour de lui, il faut le garder. Après, évidemment, il y a un problème. L'OM n'a pas l'impression de vouloir construire autour de lui. Non. Toi, Thierry, tu es beaucoup moins dithyrambique sur. Ouais, je suis un peu embêté parce que, d'abord, ça me dérange d'aller contre votre avis, parce que je le fais pas systématiquement. Mais c'est très bien que tu sois... et contre l'avis de la plupart des supporters aussi. Non, mais il y a aussi beaucoup de supporters. Il est très clivant, donc c'est bien que tu sois là pour apporter un autre... Qui loupe des occasions faciles, effectivement, je ne lui jette pas la pierre parce qu'il a cet âge-là, parce qu'il a débarqué assez vite dans le monde du professionnalisme, et parce que, oui, forcément, moi je me rappelle de Jean-Pierre Papin à son arrivée. Mais bon, comme je dis souvent, Jean-Pierre Papin, quand il arrive, il avait fait déjà un parcours en Belgique, à l'époque où la Belgique avait un beau championnat. À Bruges, qui était un bon club du championnat belge. Et bon, il claquait des buts vraiment qui étaient extraordinaires. Après, on ne voyait pas ce qu'il ratait aussi. Mais quand il arrive ici, effectivement, bon, on le voyait beaucoup se démener. Mais je trouve que Jean-Pierre Papin avait beaucoup plus de qualité technique que Bamba Dieng. Ouais, moi, Bamba Dieng, il y a un truc qui me gêne beaucoup. C'est un ballon d'or, quoi. Bamba Dieng, il y a un truc qui me gêne beaucoup. Je le trouve raide. Je trouve que sur la vitesse, sur la puissance, sur le culot, sur la frappe de balle, il n'y a pas de problème. Par contre, dès que le jeu devient un peu plus subtil, qu'il faut aller vite dans l'exécution, dans la transition, dans la vision, je trouve qu'il a encore beaucoup de progrès à faire là-dessus. Et c'est là que j'ai la sensation d'un déficit par rapport à Papin ou par rapport à d'autres sur la fluidité de son jeu. Il ne faut pas le comparer à Papin, il faut le comparer à Niang. Sur la fluidité de son jeu. Mais tu sais, c'est marrant parce que donc, notre ami en commun, Souris, que l'on salue, qui ne pouvait pas être là... Souris, normalement, il regarde, il est à Nice. Me disait justement, oui, Thierry pense qu'il est un peu rigide la dernière fois. Je lui dis, mais pourquoi ? Parce qu'un joueur rigide, il ne met pas le but qu'il met à... Et justement, au niveau de la spontanéité, le but qu'il met à Strasbourg, le but qu'il met à Lorient... Ça, c'est son jeu, ça. Ça, il sait faire, il n'y a pas de problème. Par contre, vous avez remarqué quand même que Sampaoli le met sur le côté à chaque fois. Parce que je pense qu'il a juste remarqué qu'il fallait de l'espace devant. Donc tu vas moins le trouver dans l'axe, tu vas plus le trouver sur les côtés quand tu peux passer dans le dos du latéral. Et après, il faut arriver à parfois il faut jouer, il faut arriver à se retourner. Je trouve pas qu'il ait encore de grandes capacités à se retourner. C'est techniquement que je le trouve encore dans le déficit. Après, bien sûr, il a à corriger la maîtrise et le sang-froid quand il est dans le duel. C'est clair qu'il a son axe de progression, il est là parce qu'effectivement, il sait prendre la profondeur, il a la vitesse, il a la puissance pour arriver le premier et prendre de la distance vis-à-vis de ses défenseurs. Et après, le geste juste, sans frapper tout droit, sans frapper sur le gardien. Mais justement, tu vois, voilà. C'est là parce que comme en fait. Mais ça, souvent... c'est une question de subtilité, hein, et cette subtilité-là, il l'a pas. La question est de savoir est-ce qu'il peut l'attraper et est-ce que lui, c'est un joueur, c'est un homme qui a envie de progresser. Qui a assez d'humilité pour dire j'ai beaucoup de choses encore à apprendre et je vais mettre tout en œuvre pour le faire comme Jean-Pierre Papin avait su le faire. Quand tu gagnes 4 500 € brut. C'est pas une question de salaire. Si, c'est une question de salaire. Quand tu es à l'OM, toi tu payes 4 500 € brut, que tu vois que de l'autre côté, on prend Aminarid, qu'il faut prendre un salaire à l'autre pour donner à Aminarid, que tu continues de jouer, que tu fais le match qui fait. S'il rentre dans ces calculs-là, à cet âge-là,
c'est mort pour lui. Non, mais 4 500 €. Lui, il doit montrer. Moi, 4 500 €, je suis ravi. On parle de 4 500 € quand tu as des coéquipiers qui en gagnent 400 000. Oui, 400 000. Et, non, mais, et le match qu'il fait à Monaco. Il est il est arrivé par une autre. Il est arrivé en post-formation, il n'est pas pris en considération au départ. Je suis d'accord, mais à la fin, cite-moi un des latéraux gauche de l'histoire de l'OM récente où on te parle de Taïtaïo. Ben là, on a affaire à la même chose. C'est-à-dire c'est un joueur qui est brut de décoffrage, qu'il faut polir, mais c'est un attaquant. Et pour trouver un attaquant de ce pardon Alex de me poser la question de savoir si, mais je suis d'accord, si on essaye de le polir, est-ce que vraiment il a le potentiel? Moi, je me pose la question. Je ne suis pas aussi catégorique que vous. Non, mais en fait, moi, je ne veux pas être catégorique non plus parce que je pense qu'on ne sait pas encore si c'est du lard ou du cochon. On ne sait pas si ça va devenir Bakayoko ou Mamadou Niang. Et pour moi, c'est très clair d'ailleurs, parce qu'on parle de... Il a dit qu'il veut rester, et on parle d'une éventuelle vente aux alentours de 15. Et pour moi, si l'OM le lâche, c'est qu'ils ont évalué que ça ne peut pas aller plus loin pour l'instant. Si l'OM le lâche, c'est parce que Longoria doit rendre des comptes à McCourt. Il est là pour vendre. Il a exposé un projet trading. Le projet de Longoria, c'est un projet trading. Aujourd'hui, qui rapporte de la plus-value à l'OM à part Bamba, à part Gay, à moins que d'un coup il y ait une offre miraculeuse de 50 millions d'euros. Tu crois pas que même s'il a des comptes à rendre, Longoria, s'il ne sent pas au lui du dit, putain, lui, il peut partir à 40 dans 2 saisons. Est-ce que tu ne crois pas qu'ils vont le garder à ce moment-là ? Justement, moi je pense que c'est un peu l'histoire de Dieng et j'espère qu'on ne va pas le regretter parce que j'ai l'impression qu'on ne croit pas en lui en fait à l'OM. C'est-à-dire que ça a été un peu par défaut quand il y a eu Nasser Largué qui l'a lancé. On s'est dit, bon, ok, merde, il va plus vite que certains des mecs titulaires ou des gars à qui on donne 100 000 € par mois. Donc, ok, on va le faire jouer. Il est rentré dans la rotation. Après, il a pris de l'importance. Après, on a quand même été chercher Bakambu. Et en plus, après, on le place sur le côté gauche. Alors, je comprends pourquoi on le place sur le côté gauche. C'est parce qu'en effet, avec sa vitesse, il peut partir dans le dos du défenseur droit. Mais en faisant ça, là où il a son plus gros défaut, c'est sa conduite de balle. Parce que je me suis posé la question, pourquoi il finit toujours par frapper de son mauvais pied ? Mais c'est parce qu'en fait, il part du côté gauche et il finit toujours un peu en angle fermé, il frappe à gauche. Là où un Kylian Mbappé, par exemple, il fait le même genre d'appel, sauf que lui, il se remet sur le pied droit et là, ça va au fond des filets parce qu'il a une frappe de balle assez dingue. Et en fait, le truc, c'est que Bamba Dieng, c'est le joueur vraiment dans lequel on ne croit pas. Et je me dis qu'il y a des joueurs sur lesquels on a misé qui ont montré bien... En fait, on va parler après d'Arek Milik, mais pour moi, je juge les joueurs sur ce qu'ils ont fait. Alors Camara, en effet, je ne comprends pas qu'il parte à Aston Villa, mais Camara, je ne peux pas dire que c'est un traître parce que pendant 5 saisons, ça a été l'un des, si ce n'est le meilleur joueur de l'OM. Donc je me dis, bah oui, lui, il a fait. À la fin, le football, c'est ce que tu fais sur le terrain. Bamba Dieng a marqué des buts, a provoqué des pénaltys que parfois d'autres ont marqué. Il a fait 3 passes décisives en Ligue 1. C'est quelqu'un qui t'a rien coûté et qui a fait... mais en qui on ne croit pas. On ne croit pas. Tu sens que même quand tu le mets sur le côté gauche, quand tu vas chercher Bakambu, tu ne crois pas en un mec comme ça. Fin de mercato hivernal, il ne veut pas partir. Il le pousse à partir à Fenerbahçe. Et alors que l'OM en avait besoin, parce qu'il se dit, mais finalement, il y a Bakambu, on peut le faire partir à Fenerbahçe. Pourquoi ? Mais pas pour des considérations sportives, pour des considérations financières, parce qu'il faut faire rentrer de l'argent. C'est dans le plan présenté à McCourt. Il faut absolument, pour moi, sportivement, il faut absolument garder Bamba. Parce que c'est dommage, peut-être que dans 4 ans, on parlera de Bamba Dieng comme on parle de Sadio Mané. Prochain attaquant, on a eu le débat Bamba Dieng, mais en tout cas, c'était bien que tu sois là, Thierry, parce que sinon, ça aurait été en effet avec une seule vision des choses. Et je sais que c'est quelqu'un qui est clivant. Voilà, je tiens bien à préciser que j'aime bien ce petit et que moi, je souhaite que oui, il aille dans le sens du développement et que finalement, il acquiert tout ce qui lui manque aujourd'hui et qui reste et que finalement, s'ils doivent partir un jour, qu'ils partent à 80. Allez. Mais je vous pose la question. On passe à la suite. Nouveau Drogba, on nous demande d'ailleurs, c'est Yanis93 qui rebondit sur ta déclaration, Alex. Il dit, mais l'offre de Fenerbahçe, elle était de combien ? Elle était de moins de 10. Elle n'était pas de ce qu'il voulait. Mais par contre, l'OM vendait. Ouais, l'OM vendait à moins de 10 ? Mais l'OM tu n'étais pas en Ligue des Champions quand même. Il faut se mettre dans le contexte. Aujourd'hui, tu es en Ligue des Champions, tu es un peu plus à l'aise financièrement. Tu n'étais pas en Ligue des Champions. Donc, l'OM vendait. Ouais, mais lui, ça ne l'intéressait pas, parce que lui il est bien à Marseille, attention. Et j'ai l'impression qu'il est quand même assez humble. Oui, tu vois, donc je pense mais après, en effet, je le regarde avec beaucoup d'affection, parce que c'est pas tout. C'est rarement que je vois un joueur avec de telles qualités qui sort un peu de nulle part. Et puis j'aime bien l'histoire, moi.
J'aime bien l'histoire du Diambars, il arrive pendant le confinement, il dort à la commande, enfin le deuxième confinement, il dort à la commanderie, il n'y a personne, il doit faire des matchs avec la réserve, il n'y a jamais de match de la réserve parce qu'il n'y a plus de championnat, il est là et puis d'un coup il fait 2-3 matchs avec la réserve, les gens ils se disent il est pas mal quand même, et d'un coup il joue en pro, il marque des buts, mais d'où il sort celui-là, et j'aime bien le... Allez, Bamba, soit le nouveau Drogba, prochain joueur. C'est vrai, moi j'aimerais aussi. Voilà, mon préféré. Arkadiusz. Alors, Arkadiusz Milik, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup trouvé, j'ai trouvé très très fort, tout ça, machin. Mais au final, je me dis, un grand attaquant, c'est des grands matchs. Et dans les grands matchs, je l'ai vu faire des contrôles complètement ratés. Je l'ai vu marquer des triplés contre Angers et des doublés contre Karabakh et Bâle, mais rien faire derrière. Donc moi, je suis très en colère contre Arkadiusz Milik parce qu'en plus de ça, il y a eu toute une... Il a empoisonné un peu les débats autour de l'OM. Donc, quand tu empoisonnes les débats autour de l'OM à ce point-là et qu'en plus, tu rajoutes un peu ton grain de sel parce que Mandanda, le débat Mandanda-Lopez a pu empoisonner un peu les trucs autour de l'OM. Mais Mandanda a été impeccable, il ne l'a pas ouvert une seule fois. Milik l'a ouvert. Après, il faut assumer. Il n'a pas assumé. Après, je suis un grand attaquant. Moi, je regarde vraiment ce qui est fait sur le terrain. Il ne m'a pas convaincu avec Milik. Je sais qu'Alex n'était pas d'accord. Et heureusement. Donc, dis-moi, quel est ton sujet sur... Mais si vous préférez que l'OM, la saison prochaine, joue en Ligue des Champions avec Bakambu, allez-y. Non, avec Bamba Dieng. Non, mais on est d'accord. Non, mais on est d'accord sur Bamba Dieng. J'ai rien contre Bakambu. Je précise que c'est du coca. Hein. Alors attends, petite vérification technique, 2 secondes. On m'entend pas ? Je vais vérifier tes piles. Parce que vu que ça fait un petit peu longtemps qu'on est... Voilà, vu que... C'est la magie du direct, c'est la magie de Marseille. C'est coupé là ou non ? Non. C'est pas le moment. Là, il ne faut pas lâcher d'informations sur les futurs investisseurs, tout ça. C'est pas le moment. Le club n'est pas vendu alors. Je sais pas, c'est Ben qui a les infos là-dessus. Moi, j'ai lâché. Moi, je ne parle que de. Je ne fais que des. Je ne dis que du bien de Bamba Dieng et du mal d'Arek Milik. Non, mais alors le bien de Bamba Dieng, on est d'accord. Arek Milik, il fait pas une super saison. Il faut être clair, il fait pas une super saison, mais il fait pas de préparation. Il a quelque chose, c'est qu'il est un peu fragile physiquement. Ça, je vous l'accorde. C'est vrai que au lieu d'être blessé 2 semaines, il est blessé 2 mois à chaque fois. Mais on est passé par Valère Germain, on est passé par Kostas Mitroglou, on a eu un peu Balotelli, on a eu Benedetto qui finalement c'était pas non plus l'extase. On a Arek Milik qui débarque en janvier 2021, qui plante but sur but, qui contribue à la qualification de l'OM en Ligue Europa, qui malheureusement se blesse et ne fait pas une belle préparation cet été. Et on fait tout à coup la fine bouche en se disant Arek Milik, les mauvais contrôles, et ceci, et cela, il empoisonne. Non, c'est pas lui qui a empoisonné. Je considère, moi, que lorsqu'on a un joueur comme Arek Milik et qu'on est dans un club dont la devise est droit au but et un club où on fait tout pour faire briller le numéro 9, ce qui a été le cas avec Jean-Pierre Vapin, ce qui a été le cas avec Drogba, l'équipe de José Anigo, quand Drogba brille, c'est parce que l'équipe de José Anigo est construite pour faire briller Drogba. On joue pour lui et avec lui. Malheureusement, le système de Sampaoli n'est pas fait pour faire briller ce type de joueur. Justement, c'est pour ça aussi que, alors là, c'est à son corps défendant, mais Arek Milik revient de blessure en octobre. Donc, il joue une mi-temps contre Lille, 0 but. Il joue l'entièreté du match contre Lorient, 1 but. L'entièreté 78 minutes contre Paris, 0 but. 83 minutes contre Nice, 0 but. 33 minutes seulement contre Clermont, 0 but, 90 contre Metz, 0 but, 82. Et c'est le moment où en fait le jeu de l'OM s'est enlisé et est devenu mauvais. Alors c'est autant de la faute du coach que d'Arek Milik, parce que je pense que c'est un joueur qui a besoin d'un système de jeu très particulier, mais je pense qu'en plus de ça, lorsqu'il revient, Sampaoli se dit maintenant il faut que je joue pour le servir. Et justement, il a essayé de le faire, mais il n'a pas su le faire parce que l'équipe a trouvé un autre équilibre sans lui. Et en fait, là, c'est vraiment pas de sa faute. Et je pense que c'est vraiment qu'on a pris un tournant sans lui, malheureusement. Et qu'après, quand il est revenu, on n'a pas su le réintégrer. Parce que Payet était l'arbre qui cachait la forêt aussi. C'est qu'à un moment donné, on a mis Payet en faux neuf parce que ça permettait aussi de ne pas le faire jouer sur un côté. Il a planté but sur but. Mais il y avait beaucoup plus de mouvement et de spectacle. Il a été exceptionnel. Et Sampaoli a trouvé une équipe et un système de jeu sans numéro 9 du profil de Milik.
Mais ce qui ne veut pas dire que Milik est un mauvais joueur. C'est ça que non, mais j'abuse. Non, mais de la même manière qu'on parle de Bamba Dieng, on dit que ce serait quand même regrettable de le voir partir pour 15 millions et de le voir vendu ensuite dans par exemple, on va dire 15 millions au hasard à Crystal Palace, et que dans 2 ans, il soit revendu par Crystal Palace 60 millions d'euros à Chelsea. C'est du domaine du possible quand on voit Edouard Mendy, qui est un des meilleurs gardiens du monde aujourd'hui à Chelsea, et qui, il y a 6 ans, était là à Lebert. À qui on a proposé en plus un truc ridicule, c'était même pas un contrat pro. C'est aujourd'hui un des meilleurs gardiens du monde, donc c'est pour ça que je parlais de Bamba Dieng. Si demain on se dit avec Milik, ça marche pas avec Sampaoli, ok, allez, on vend, il s'en va, il rapportera pas grand chose, mais il s'en va. On va le voir planter dans un autre club, il va marquer des buts parce que l'équipe là-bas, tout le monde jouera pour lui, et l'OM va devoir recruter un autre attaquant, ou alors recruter des joueurs du profil de Sampaoli. Mais si ça marche pas, on fait quoi ? On reste en mars ou en décembre, c'est la crise. Les joueurs du profil de Sampaoli, on a un autre entraîneur parce que Sampaoli, ça aura pété. Tu as un grand attaquant, c'est le grand attaquant de McCourt. C'est déjà inespéré. Oui, mais c'est inespéré quand même Milik sur l'OM. Ce qu'il va falloir faire, c'est à un moment choisir entre Milik et Sampaoli. Et est-ce que vraiment Milik, on a plus de garanties que Sampaoli ? Parce qu'encore une fois, je reviens, ce qu'ils ont fait sur le terrain. C'est-à-dire je pense qu'on peut miser là à ce qu'on veut. On est en 2022, je pense qu'en fin 2023, il n'y a plus ni Milik ni Sampaoli à l'OM. Voilà, donc c'est un petit peu embêtant. Donc si on repart avec Sampaoli, est-ce que Milik est encore pertinent à l'OM ? Si l'OM repart avec Sampaoli et l'OM va repartir avec Sampaoli, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux pour Milik de s'en aller ? Sauf qu'il y a la Coupe du Monde au milieu, il ne va pas partir d'un nouveau club maintenant. Je trouve juste dommage d'arriver à avoir un tel joueur dans son effectif et de se dire on le fait rentrer à la 84e ou on le laisse sur le banc. Malheureusement, sur beaucoup de matchs, quand il a été titulaire, il n'a pas été bon. Ouais. Voilà. Et c'est ça qui me pose problème, encore une fois, c'est que souvent il n'a pas été bon dans un système où on ne joue plus pour lui. Mais après, la saison passée, la saison dernière, c'est la même chose pour Lirola. Quand Sampaoli arrive, les 2 meilleurs joueurs de la deuxième partie de saison, c'est Lirola, Milik. Oui. Après, vraiment, moi j'ai aussi souvent entendu, Lirola, on l'a pas fait jouer à droite. Il faut regarder le nombre de matchs où il a joué arrière droit. C'est juste que après, c'est des joueurs qui sont tellement exclusifs, ils te disent, c'est eux qui te dictent ton système de jeu. Oui, mais c'est plus parce que mais avec Milik, il faut pratiquer un jeu direct. Il faut se dire, allez, il y a Milik devant, comme l'OM le faisait avec Bafé Gomis. Il y a Milik devant, hop. On joue en déviation. Et je crois que et l'OM ne joue pas comme ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi, Alex, sur Milik. Je suis plus d'accord avec Mourad, mais je crois que le football qui permet d'utiliser Milik est en train de mourir. Mais Milik dans le Lille de Galtier. J'aime bien sa formule parce que je pense que je suis trop dur sur Milik, qui est un bon joueur, mais en effet, je pense que le football dans lequel Milik est pertinent est en train de mourir. Parce que je pense que c'est un bon joueur et que c'est méchant d'être. Vous n'avez pas vu la compile de buts qu'il met à Naples il y a 2 ans ? Je suis absolument pas d'accord. Mais il marque dans toutes les positions. Mais je crois qu'on est en Marseille. Il a fait combien de saisons à 20 buts, Milik ? Déjà, celle-là, il met 21 buts. Après, il en met 6 contre des amateurs en Coupe de France. Quand même. Non, mais c'est pas ça. Alors après, je sors le truc pour ma provoque. Mais après, vas-y Thierry. Non, mais le Milik de la fin de saison 2021, au moment où il arrive jusqu'à la fin de la saison, voilà. Est-ce que ça, c'est le vrai Milik ? Effectivement, il a montré ailleurs ses qualités. Maintenant, celui qu'on a vu cette saison, effectivement en raison de la blessure, effectivement en raison du fonctionnement que trouve Sampaoli pendant son absence, qui fait que ça tourne autrement, etc. Après, c'est public, il en a parlé, Sampaoli, il voudrait jouer avec 11 milieux de terrain. Alors, c'est peut-être une formule, c'est un idéal. C'est un idéal, mais... C'est un idéal, mais il y a des matchs où... C'est clair que moi, le Milik que j'ai vu chaque fois qu'on lui a donné la possibilité de jouer, qui se comportait presque comme un avant-centre de tournoi de Sixte, je reste devant et j'attends que le ballon arrive, celui-là, il n'est pas du tout intéressant et je comprends très bien que Sampaoli n'ait pas envie de l'utiliser. Non, mais il ne correspond pas à son football, mais il ne fallait pas le garder. D'accord, mais le problème, c'est que tu ne peux pas commencer à préparer une équipe pour jouer pour un avant-centre qui n'est pas disponible et qui, lorsqu'il rentre, finalement, ne fait pas les décrochages qu'on lui voyait faire la saison dernière.
il participait beaucoup plus au jeu. On a commencé à revoir ça avant qu'il se reblesse là. Oui, mais après, le problème, c'est une question les buteurs, c'est aussi une question de confiance. Il a besoin de jouer tous les matchs. Ouais, mais bon, si tu l'alignes X fois et qu'il ne produit rien. Ouais, mais on a vu ce que ça fait. À un moment donné, tu es obligé de le sortir. Bon. Et moi, je regrette le comportement de Milik quelque part. Parce qu'il est allé titiller quand même. C'est ça, et il a eu l'aide de la Provence quand même. Vous l'avez aidé, la Provence. Alex, on l'a pas aidé. Si, vous l'avez. À un moment donné, vous avez failli basculer le truc, attention. Mais attends, quand tu joues à Lyon, un match très important dans la saison, que le coach de l'OM se fait bouffer tactiquement par Peter Bosz, qui lui fait entrer Dembélé à la 54e minute quand Milik est sur le banc comme ça en attendant, en regardant un peu à droite à gauche, qu'est-ce qui se passe, et qui le fait rentrer là-dessus je suis d'accord, limite tu le fais pas rentrer que de le faire rentrer 5 minutes parce que alors que Dembélé, c'est Dembélé qui te tue et Peter Bosz l'a fait rentrer alors qu'il avait le Covid 2 jours plus tôt. Non, je suis désolé, on est en droit de se poser la question. Sauf qu'en deuxième mi-temps, tu vas jamais dans la surface. Tu vas jamais dans la surface. C'est quoi, il t'aurait servi Milik? Oui, mais on peut dire aussi, demi-finale de Ligue Conférence, il n'est jamais titulaire. Ah, et justement, moi c'est le match où ça bascule, c'est-à-dire que contre Feyenoord, vraiment, il rentre, et j'étais sur France Bleu Provence, et il rentre à la 30e minute, il est acclamé par le stade, et moi je me dis, les grands joueurs, il n'y a pas d'excuses, tu sors de ta coquille, tu prouves, tu prends les choses en main. Et il a 2-3 ballons. À aucun moment à aucun moment je sens le grand joueur. À aucun moment je sens la confiance. Il rate son truc. Et ça m'a beaucoup énervé parce que un peu plus tôt dans la saison, il avait dit machin, il y a des trucs que je comprends pas. Là, tu rentres, là, tout le Vélodrome veut te voir marquer. Tu marques, tu es l'idole. Et tu forces les mecs comme moi qui se plaignent de Milik à fermer leur gueule ad viternam. Et t'assures pas quoi. Et c'est aussi ça, c'est aussi vraiment très dur quand même parce que. Non, mais très dur. Je suis d'accord. On a l'impression que des joueurs comme ça, on en a tous les 4 matins à Marseille. Mais moi, c'est sur ce qu'il a fait quoi. Moi, je juge vraiment les mecs sur ce qu'ils ont fait et sur ce qu'il a fait. Ben moi, je trouve qu'on lui trouve beaucoup d'excuses. Tu t'en sais pas. Moi, je vais vous dire un truc. Si on doit choisir entre la philosophie de jeu de Sampaoli ou articuler une équipe pour qu'elle joue pour Milik, je choisis Sampaoli. Ouais, mais mais ça, alors moi je pense que c'est biaisé. Moi j'aime pas la philosophie de jeu de Sampaoli non plus. Je pense que c'est biaisé, qu'on aurait tous un autre regard si Ganago n'avait pas marqué son but et que l'OM était 3e. Là, on serait en crise. L'OM serait en crise. Il y avait pénalty déjà. Oui, il y aurait pénalty, d'accord. Mais si l'OM n'avait pas terminé 2e, l'OM serait. Non mais Alex, ça remet pas en cause. Ce que j'avais dit d'ailleurs quand on était venu chez vous à la Provence, j'avais dit, en fait, je pense que Sampaoli est un bon entraîneur, il sait ce qu'il fait, il est bon dans ce qu'il fait, j'aime pas ce qu'il fait. En fait, c'est juste, j'aime pas ça ne me plaît pas d'avoir le ballon comme ça et tout ça, ça ne me plaît pas. Donc c'est pas parce que ça plaît pas à beaucoup de monde à Marseille. Moi j'adore, Et c'est pas parce que en effet le dénouement a été merveilleux que j'ai passé un moment extraordinaire que d'un seul coup je vais dire que ça me plaît. Par contre, j'aurais aimé justement que Milik me donne un argument supplémentaire assez fort pour pouvoir dire, et voilà, et en plus il y a ça, donc en plus de ça, Sampaoli, j'aime pas ce que tu fais en plus de ça. Donc vraiment, je suis même pas pour, mais je trouve que déjà, vu que c'est un roi de la langue de bois, il y a un ou deux trucs qu'il a laissé passer au micro d'Amazon. Oui, je comprends pas les machins, tout ça. Il y a des attitudes quand il sort contre Karabag et que Sampaoli le fait sortir parce qu'il y a plein de matchs, qui tape dans les bouteilles, tout ça. Il y a un ou deux trucs. Voilà, il aurait pu s'en passer, ou alors il aurait dû vraiment être top sur le terrain, et il n'a fait ni l'un ni l'autre. Donc, moi, il m'a déçu, alors que je suis le premier à reconnaître qu'il a un talent technique qui est au-dessus de ce qu'on a souvent eu chez nos avant-centres. Je demande d'avoir ce qu'on aura ensuite si on n'a plus Milik, quoi. Voilà. En tout cas, on savait que Milik, ça allait être ça. Et t'as pas de chance parce que normalement, Ben aurait dû être à ma place et Ben aurait été dans ton camp. Non, mais y a pas de. Non, mais votre position, elle s'entend. Hein, mais je trouve que les supporters de l'OM qui sont un peu durs sur le cas Milik, quoi. Voilà. Ouais, mais après, ils sont divisés parce qu'il y a aussi beaucoup de. Ce qui est sûr, c'est que Milik, il n'est pas Sampaoli compatible. Voilà, c'est ça. Il n'est pas Sampaoli compatible et vu que Sampaoli reste l'entraîneur de l'OM, quel est l'intérêt de garder Milik? Et justement, maintenant, ils peuvent aussi peut-être s'entendre. Hein.
Attends, mais tu as dit quelque chose tout à l'heure qui, je me suis dit, il faudrait que je rebondisse là-dessus, donc je vais rebondir maintenant. C'est que tu as dit, pourquoi l'avoir gardé? Mais est-ce que s'il ne se blesse pas, tu le gardes? Parce que l'été dernier, tout le monde le voyait partant. Possible aussi. Donc est-ce que s'il ne se blesse pas, il déjà au départ, c'est presque une anomalie qu'un joueur comme ça soit à l'OM. Maintenant, tu vas me dire, ouais, non, mais c'est pas... C'est un joueur de niveau Ligue des Champions, c'est un joueur qui doit jouer la Ligue des Champions, c'est pas un joueur qui joue la Ligue Europa Conférence. Référencé c'est pas un joueur qui se retrouve remplaçant en Ligue Europa Conférence aller, retour contre Feyenoord en demi-finale, alors que c'est un joueur qui a le niveau de jouer la Ligue des Champions. Il s'est quand même retrouvé remplaçant quelquefois à Naples. Ben, tu voulais réagir? Oui, ben voilà, on va remercier 7-Eleven, Fanatics et Echo. Pour leur sub. Voilà, vous pouvez continuer à vous sub jusqu'à la fin de ce live de 12 heures. On est quoi? On est à 10 heures déjà, les gars. 10 heures de live consécutif. Donc allez-y, vous pouvez y aller. Et sur YouTube, n'hésitez pas à mettre plein de likes aussi. Il nous reste combien d'attaquants? Plein de likes. Et puis abonnez-vous sur YouTube aussi. Alors, il reste Luis Enrique. Un joueur qui va vous mettre tous. D'accord. Non, peut-être pas. Il y a encore peut-être des gens qui vont se dire il faut lui laisser du temps. Voilà, alors Luis Enrique. Voilà, c'est le pépite qui va pouvoir remplacer Arkadiusz Milik. Quand vous aurez une attaque Bakambu, Luis Enrique, vous les regretterez, Milik. C'est inteigneux, c'est Alexandre Jacquet. C'est bas. Non, mais voilà, alors lui, on va se régaler. Hein. Bon, Thierry, Luis Enrique. Est-ce qu'il est Sampaoli compatible? Possible. Moi, je l'avais dit ici. Pour moi, c'est un garçon qui finira arrière latéral parce qu'il n'a pas assez de confiance en lui pour aller percuter, pour jouer devant. Par contre, il a des capacités à jouer derrière. Il a du coffre. S'il a de l'espace, il est plus à l'aise. Et pour moi, c'est un joueur qui fera une carrière à la Dimeco. Il faudra qu'il recule. Est-ce qu'il a le mental pour être un joueur de haut niveau? Parce qu'on voit qu'il est costaud, il peut prendre de la vitesse. Pour jouer devant, non. Pour jouer derrière, oui. Il s'effondre dès qu'il a des responsabilités. Ouais, je pense que pour jouer devant, il n'est pas fait pour porter l'attaque d'une équipe. Mais je pense que pour jouer derrière, il prendra plus de confiance en lui. Toi, Alex, l'OM ne l'inscrit pas dans la liste européenne pour la Ligue Europa Conférence, déjà ça veut tout dire. Ouais. Alors, non, mais je veux dire, on débat sur Bamba Dieng, sur le prix qu'il a coûté. Et lui, il a coûté un fric fou. Il a été présenté comme un neuf. Ils s'aperçoivent quand il arrive que finalement, c'est un ailier gauche. Bon, je pense que ça, c'est Longoria qui a fait un coup à Villas-Boas. Oui, mais voilà, mais enfin bon. Il lui a fait. Il a des qualités quand même. On a vu qu'il avait des qualités. Et je suis d'accord avec toi. Pour une fois ce soir. Non, là, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que peut-être qu'en reculant un peu. Dans une défense à 5, peut-être. Mais d'ailleurs, il jouait un petit peu comme ça la saison passée. Ouais. Le moment où il fait une bonne fin de saison. Il y avait Nagatomo ou lui. Et c'est vrai que de temps en temps, donc pourquoi pas apprendre à se discipliner. Moi, je me reconnais en lui. J'étais le même joueur. Pourquoi pas Devant, pourtant j'avais la vitesse, j'avais tout, mais non, j'avais toujours une demi-seconde de décalage parce que trop crispé au moment de la réception du ballon, poum, c'était mort. Après c'est dur aussi, il arrive à 18 ans du Brésil avec son prix quand même, avec l'étiquette de ça va être un bon joueur. Le plus gros achat du dernier mercato. C'est dur, mais bon, après je ne sais pas s'il a les qualités pour l'OM. Enfin, je suis sûr qu'il ne les a pas même. J'ai même très peur au niveau mental. Ben, tu voulais dire quelque chose? Il y a Winit qui nous dit sur le chat, il va faire comme Vinicius, vous allez voir. On lui souhaite. On lui souhaite. On lui souhaite. Non, mais c'est parce que en tout cas, moi, je suis sûr que là où il échoue complètement, c'est au niveau mental. C'est au niveau mental. Il se liquéfie dès qu'il a une occasion, dès qu'il y a un moment. On sent bien que dès qu'il faut faire le geste, il se liquéfie, il ne comprend plus ce qui se passe, et après il disparaît. Et encore une fois, ce genre de profil, je pense qu'il faut quand même... C'est là où Bamba Dieng aussi est fort, c'est-à-dire que ce genre de profil, je pense qu'ils doivent être dans des contextes où tu les entoures, tu les mets vraiment dans les meilleures conditions, tu les fais grandir. Et Bamba Dieng, on lui a rien donné, on lui a rien laissé, et vraiment on lui fait pas trop confiance. Et malgré tout, il va le chercher, et sur ses propres qualités, il va chercher des trucs, quoi. Alors que Luis Enrique, il va pas les chercher. Donc on va passer à la dernière parce que il y a Winit qui nous dit quand même que c'était une blague, je précise. On lui souhaite quand même, D'accord.
Vous voulez passer au suivant, c'est ça? Il y en a encore un. Il doit en rester deux, non? Il doit rester Wunder et Conrad. Ah oui, il en reste encore deux. Donc on va, ça sera vite fait aussi. Moi j'aime bien Conrad. Il nous reste. Je demande à le revoir, quoi. Ouais. Voilà. Alors on n'a pas. Cut. Voilà, Cengiz Under. Donc Cengiz Under, pareil. Moi j'ai beaucoup, moi je l'ai trouvé très très bon. Alors certes, il s'est éteint sur la fin de saison, mais c'est une satisfaction en tout cas sur l'ensemble, un petit peu irrégulier. Il a fait oublier tout. Ouais. Il aime pas qu'on lui dise, j'ai fait une interview. Il aime pas qu'on lui dise qu'il est un peu individualiste et qu'il fait pas de passes aux autres. En analysant quand même, c'est vrai qu'il est un peu individualiste. Quand même. Mais en seconde partie de saison, en première partie de saison, à mort. Mais par contre, c'est un super joueur. Et moi, bravo à Longoria d'avoir rapatrié parce que quand il est arrivé, j'avoue que j'étais un peu sceptique aussi. Et non, super joueur. J'aime bien. Thierry, je sens qu'il va pas être d'accord avec toi encore. Non. Moi, je trouve qu'il est devenu trop lisible. C'est vrai un petit peu. Et qu'il manque de variété dans son jeu. Sur la deuxième partie de saison, ouais. Donc, je suis un peu en recul avec lui. Ouais, mais il n'avait jamais joué autant de matchs dans une saison. À Leicester, il avait moins joué. À la Roma, il jouait moins. Et c'est la première fois où il enchaîne autant de matchs. Et donc, c'est peut-être pour ça aussi que ça décharge. Mais après. Et puis, même physiquement, on sentait qu'il avait moins de peps. Parce que lui, il a fait la préparation. Lui. Il est arrivé tôt. Il a fait. Ouais. Non, il a fait. Mais il a une frappe de balle phénoménale. Quand même. Ouais, mais en plus, il a une qualité de passe parce qu'on se souvient de 2-3 caviars qu'il met pour Payet et puis même là pour Milik aussi. Et puis pour Milik aussi. Donc il a. Oui, et puis voilà, il est décisif quoi. Il est décisif. Il a fait oublier Thauvin. Comme le buteur à Bordeaux. Voilà aussi, mais en effet peut-être un peu individualiste et peut-être un peu prévisible sur la fin de saison quoi. Je pense que. Finalement, Thierry, on peut dire que c'est un joueur qui ne fait pas beaucoup débat puisqu'il nous a plutôt satisfait, mais on a quelques réserves. Ouais, c'est ça. Et beaucoup de centres sont contrés. Donc là, il y a un problème de timing. Soit ils centrent pas assez spontanément, soit c'est déjà lisible qu'il va se centrer, qu'il faut se mettre à 2 mètres de lui pour contrer. Quoi. Enfin, c'est dans ce sens-là que je me dis c'est un joueur qui a encore un palier à passer avant vraiment qu'on puisse le classer dans les joueurs fiables, quoi. Pour l'instant, il n'est pas fiable. Allez, on passe au dernier joueur, donc. Notre ami Conrad de la Fuente, avec son blaze de vendeur de cocaïne en Colombie. Donc, c'est complètement Netflix. Hein, c'est complètement gratuit. C'était beaucoup trop d'humour à l'époque où il a signé sur Twitter. Il y avait beaucoup de trucs comme ça. Bien sûr, on sait très bien qu'il n'a rien à voir avec tout ça, mais il a quand même un sacré blaze. Conrad de la Fuente, ça claque. Ça fait gangster international. Et donc, Alex, tu disais qu'il t'a beaucoup plu, mais... Non, j'ai trouvé, alors peut-être, je me suis peut-être un peu envolé, j'ai trouvé qu'il pas beaucoup plu. Je trouvais qu'il avait fait des bons matchs de préparation. Ah oui, non, on est tous d'accord là-dessus. Et en fait, pour moi, c'était vraiment le penchant de Wunder, côté gauche, Conrad. Et puis, début de saison, très bon aussi. Et puis, progressivement. Mais parce qu'il y a Montpellier, il est bon, il donne une passe décisive. Bordeaux, il donne aussi une passe décisive. Mais après, il rentre dans le rang au point de faire oublier qu'il joue. Et finalement, il ne joue plus. Non, après, la question, c'est de savoir est-ce que cette blessure, il a traîné depuis longtemps ou pas? Est-ce que c'est ça qui l'a handicapé? C'est pareil, il faut avoir la saison prochaine. Et je dirais aussi que il est arrivé, il a surpris tout le monde. Oui. Et bon, je pense que les arrières latéraux de Ligue 1, à un moment donné, ils ont un peu repéré. Une belle qualité de dribble, quand même. Oui, mais ils ont commencé à le prendre à 1, à 2, à l'amener sur le côté. Et là, il devient beaucoup moins efficace, quoi. Et donc, il a surpris au départ, puis après, les gens, voilà, il est devenu lisible lui aussi. Ouais. Et après, est-ce que c'est la blessure qui a fait qu'il n'a pas réussi à passer le cap? Après, il a 19 ans, voilà. Après, il avait aussi assez peu joué au niveau pro, finalement. Ça, il enchaîne beaucoup en début de saison. Non, mais lui, il fait partie, un projet trading. Ça marche pas. Disons qu'à la différence de Luis Enrique, lui, on a vraiment envie de le revoir. Par contre, c'est payé assez cher. C'est 2,5 millions. Ah, je croyais que c'était 5, moi. Non, 2,5 millions, je crois. Mais 5 avec des bonus, mais au départ, c'est 2,5 millions. Et puis, il y a un pourcentage à la revente pour Barcelone qui est assez important donc pour un projet trading. C'est toujours un peu embêtant. C'est comme quand tu as vendu Batshuayi, je crois que c'était 38 ou un truc comme ça, mais que tu lâches
une dizaine de millions au standard parce qu'il y avait un pourcentage. Donc, surtout qu'il avait pas, je crois que les traites n'avaient pas encore commencé à être payées quand il est vendu. Ouais, c'était la bonne époque. C'était fun à l'époque. Ah, mais Issa Ndiaye. Mais il a fait... Bon, après, c'est le système. Les charges de Messa Ndiaye, c'est pas la faute de Messa Ndiaye. Non, heureusement qu'il était là, sinon on n'avait plus aucun joueur. C'est le système des transferts. Tu vois que l'OM commence à peine à payer Gerson. Oui, non, mais c'était. Parce qu'à cette époque, je me souviens qu'il y avait une énorme quantité de joueurs qui passaient par le même agent, qui d'ailleurs, jusqu'à preuve du contraire, il n'a rien fait d'illégal. Ce qui est déjà pas mal à l'OM, parce que quand souvent il y a un seul agent, ça peut souvent prêter à confusion. Donc voilà, mais voilà. Donc Conrad. Pour en revenir à nos moutons, on attend de voir, on a envie de le revoir, on est d'accord là-dessus. Oui. Malheureusement, il faut refaire un coup, là, il faut remettre une pièce. Voilà, on va lui souhaiter donc de tout éclater la saison prochaine, et donc on va s'arrêter là avant que Ben ne tombe de sa chaise. On va s'arrêter là. Et deux petites observations, c'est possible quand même, juste pour dire que... cette émission est très bien réalisée, c'est ça ? Extraordinairement réalisée. On a l'écran, on voit, c'est bien. Non, ce que je voulais dire, c'est que pour que les attaquants soient efficaces, il faut aussi qu'il y ait des milieux. On commence à le voir avec Gerson, on l'a vu avec Guendouzi, qui soient capables d'aller marquer aussi. Il faut que les joueurs de derrière aussi soient capables de venir marquer. Et je pense que ça, c'est aussi la philosophie de Sampaoli, c'est que tout le monde soit dangereux. Et pour que des attaquants soient vraiment brillent, etc., je pense qu'il faut que la charge offensive soit un peu plus répartie. Et je pense qu'on gagnera comme ça. Si on donne tout aux attaquants et qu'on dit « Allez, débrouillez-vous, maintenant, passez les 30 derniers mètres, c'est à vous », ça sera de plus en plus compliqué aujourd'hui, surtout dans une Ligue 1 qui est quand même très fermée. En même temps, il va vraiment falloir que les milieux de terrain marquent des buts, parce qu'en règle générale, tu commences, enfin pas en règle générale, mais tu as commencé des matchs comme à Rennes avec 2 joueurs au profil offensif qui n'étaient pas des milieux de terrain, et tu as attaqué avec Boubacar Kamara et Valentin Rongier, souvent dans l'axe. Donc il vaut mieux qu'ils soient bons. Voilà, et puis si tu regardes bien l'attaque de l'OM, c'est quoi ? C'est la 4e attaque ou 5e ? Je crois que devant, mais en effet, il y a Paris, incroyable. Il y a Monaco, il y a Rennes forcément, et il y a Lyon, je crois qu'on est 5e. Lyon a marqué beaucoup de buts, si ma mémoire est bonne. Par contre, on est 2e défense, je crois, ou 2e défense ex aequo avec Nice. Il y a Paris qui est meilleure défense que nous, et puis ensuite il y a nous et Nice. Et je pense que la 2e place de l'OM, elle est due à cet équilibre-là, quoi. Et que ça, on parlait du jeu de Sampaoli tout à l'heure, c'est en raison du jeu de Sampaoli, et je disais qu'il me plaisait beaucoup parce qu'il y avait un journaliste, je ne sais plus sur quel média, je crois que c'est RMC, qui avait parlé de attaque liquide. Alors il avait fait toute une théorie là-dessus, mais moi je trouve que c'est plutôt l'attaque moustique. C'est-à-dire que tu prends le ballon, tu as la possession, tu fais un peu comme le moustique, tu bourdonnes en fait. Et on n'arrive pas à t'attraper vraiment, quoi. Et puis à un moment donné, où, à force de faire courir l'adversaire, à force de le promener sur toutes les zones du terrain, et ben, à un moment donné, tu vas le piquer. Et moi, c'est un jeu qui me plaît beaucoup. C'est ça qui m'intéresse dans ce jeu-là. Et je trouve que, bon, il a porté ses fruits. Et même si la 2e place est peut-être due à Ganago, même malgré tout, tout le monde aurait signé pour être même 3e en début de saison. Et je dis, vraiment, il faut saluer le travail de l'entraîneur parce qu'il a fédéré tous les joueurs derrière, quoi, hein, et pour être précis, oui, en effet, l'OM est la 5e attaque et la 3e défense de Ligue 1. C'est ça. Donc, après, 3e défense, en sachant que tu as Paris et Nice devant qui ont 36 buts encaissés, et toi, tu en as encaissé 38. Donc, il a fédéré tous les joueurs. Chapeau pour ce qu'il a fait, bravo. Je suis quand même étonné et surpris que lorsque tous les joueurs sont sur le terrain, que McCourt est sur le terrain, qu'il y a Longoria sur le terrain, après OM Strasbourg, il n'y ait pas ne serait-ce que l'ombre d'un Sampaoli. On a eu du merci Pablo, du merci Bouba, de ce Sampaoli, c'est-à-dire que
il divise quand même. Il divise à cause de cette période où les gens se sont ennuyés à cause de ce football-là. Au sort de Monaco, les winners, tous, c'était Sampaoli, casse-toi. Hein. Et c'est pour ça que j'ai un peu peur pour la saison prochaine. Et j'ai peur parce que évidemment l'OM en Ligue des Champions ne va pas gagner les 6 matchs. Et j'ai peur qu'on se prenne une petite crise sportive et que ça déraille. Bah oui, ça déraille souvent dans l'histoire de l'OM. Et c'est dommage parce que je suis d'accord avec toi quand même. On aurait signé 2 suites pour la 2e, la 3e, voire même la 4e place dans l'état actuel de l'OM, quoi, avec la saison pourrie qu'on a vécue auparavant. Il a quand même fait du beau boulot. Nous, je tiens à préciser aussi, là, on n'a jamais milité quoi que ce soit contre Sampaoli, contrairement à ce qu'on peut raconter sur RMC Daniel Riolo qui disait qu'on taillait Sampaoli parce que... Non, mais on peut le dire, mais qu'on taillait Sampaoli parce que soi-disant on n'avait pas d'interview. Je me suis expliqué avec lui. Je lui ai dit c'est pas vrai. C'est pas vrai. De toute façon, Sampaoli n'accorde pas d'interview. Il en donne aucune. Individuelle, c'est pas vrai. Il faut revoir les sources. Bon, ça va, ça c'est... Voilà. Mais aujourd'hui, Sampaoli, le bilan de la saison est bon. Voilà, est bon. Je te dis que l'OM est 2e grâce à Ganago. Mais si Ganago n'avait pas marqué, si le pénalty n'avait pas été sifflé ensuite, l'OM serait 3e. Financièrement, ce serait compliqué parce que le plan mercato serait différent. Et le débat, il serait tourné essentiellement autour de Sampaoli aujourd'hui, alors qu'il mérite de rester par rapport à la saison qu'il a faite. Voilà. Et je me souviens, justement, après le match, vraiment, j'ai été voir Mario et je lui ai dit, mais... c'est pas un peu, comment dire, chiant, enfin pas chiant, mais je trouve pas le mot, mais c'est pas un peu subjectif ou en tout cas absolument pas objectif de revoir complètement notre jugement sur la saison parce que ce match-là a bien tourné. Et il m'a dit, en même temps c'est le sport, c'est-à-dire qu'un combat de boxe, si en effet t'es un petit peu sur la tangente tout le match, mais que à la fin du combat c'est toi qui mets le dernier coup, c'est aussi ça le sport, et le fait d'avoir mis ce dernier coup contre Strasbourg qui fait que tu passes, c'est aussi ça le sport. Et Mario, il a souvent raison quand même. Oui. Non, mais après, si l'OM avait terminé 3e, il aurait fallu ne pas oublier aussi le OM Lyon et le vol manifeste. C'est exactement ça. Le penalty non sifflé, le but accordé qui n'était pas valable, ça il n'aurait pas fallu l'oublier. Comme on n'oublie pas les erreurs d'arbitrage dans la saison de Bielsa. Oui. Voilà. Et puis voilà, c'est aussi pour ça que quand j'ai fait une rétrospective de la saison et que le dernier mois j'ai mis déception puis magie. On m'a dit machin, quand même t'es chiant, mais pas trop. En plus je trouve que les supporters marseillais sont plutôt bien, sont plutôt tempérés là-dessus. C'est pour ça qu'ils sont pas dans l'enflammade non plus sur Sampaoli, même si certains qui étaient plutôt pro sont encore un peu plus pro, mais généralement même ceux qui étaient plutôt anti disent ok, je trouve que c'est assez tempéré. Et c'est plutôt bien, c'est plutôt sain. Donc, on dit souvent les supporters marseillais, ils vont d'un côté de l'autre, ils font n'importe quoi, machin. Bon, là, je trouve que sur la lecture de cette fin de saison, c'est plutôt bon. Et je pense qu'on va s'arrêter, parce que sinon, on va jamais s'arrêter. Et moi, je peux parler, et je pense que vous pouvez aussi parler très longtemps, surtout que vous êtes souvent pas d'accord. Donc, mais c'est bien. C'est sympa. En plus, ça fait longtemps que j'avais pas fait une émission avec Thierry. Ça fait un an. On était ensemble. Et ouais, on réunit. Non, mais c'est vrai, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une émission ensemble. On s'aime bien. Non, mais c'était très sympa. C'était très sympa cette revue d'effectifs. On va s'arrêter là. Très sympa comme Echo 601, tu vois, qui vient de s'abonner sur. Ouais, je vais juste te dire un dernier commentaire sur Twitch. Il faut qu'on attaque la What's the Fact numéro 2. C'est méchant pour le football moustique. Et le problème du football moustique, c'est quand tu prends un coup de spray dans les gros matchs. C'est McBernick 71. On va s'arrêter là, comme ça j'ai les derniers mots. C'est le risque. Mais c'est bien, c'est une bonne mais merci beaucoup Alex d'être venu en tout cas, et puis on te retrouve tous les jours dans la Provence, qu'on retrouve partout localement, mais même dans tout le sud de la France. Sur Internet. Sur Internet, aussi. Ouais. Vous avez aussi cette émission qui a des très bons invités récemment, qui parlent de très bons documentaires. Notamment toi. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Voilà. Allez, à tout de suite, on se retrouve.